travail l'évolution des pratiques agroécologiques. Donc les CIVAM sont un des piliers de l'agroécologie en France. De manière historique, en fait, depuis plusieurs années, le réseau aussi travaille sur les questions d'accès à l'alimentation et de démocratie alimentaire. Et c'est au sein de la commission en fait que le travail que Guilhem va nous présenter a été réalisé. J'en profite déjà pour le remercier pour l'effort en fait qu'il a produit pour nous présenter ce travail-là au sein du réseau sur ces questions de démocratie alimentaire. Et je terminerai en disant que c'est une thématique qui anime et qui émerge vraiment au sein du réseau, qui nous intéresse, tout groupe confondu, et qu'on va continuer à s'employer à y apporter des ressources. Voilà, merci. Je repasse la parole à Mélanie pour parler de manière un peu plus exhaustive de toutes les actions en fait, que les CIVAM ont mis en place. Oui, merci beaucoup Nicolas. On peut peut-être lancer le diaporama. Donc, ce qu'on a prévu de faire avec vous sur cette heure et demie, c'est de... Alors, je vais prendre le temps là, de faire une petite introduction de traçage sur le réseau CIVAM et cette question de la démocratie alimentaire. Et du coup, la commande qu'on a passée à Guillaume à l'occasion de son stage. Ensuite, le cœur de la présentation sera bien entendu la présentation de Guilhem sur le travail qu'il a réalisé et de présentation du guide méthodologique qu'on en a tiré, la méthodologie du guide qu'on en a tiré. Et enfin, on aura un retour d'expérience du parcours d'apprentissage de Lorient par Pierre qui est là. Et on finira aussi avec un temps de questions. On va garder une grosse demi-heure de questions à la fin pour échanger avec vous et avoir vos retours d'expérience aussi. Et n'hésitez pas à poser des questions. On continue d'ailleurs dans le chat si vous le souhaitez. Voilà, et on enregistre le webinaire. Donc, si je l'ai lancé un petit peu tardivement, on oublie toujours. Mais voilà, si ça pose des difficultés, vous pouvez nous le dire, vous pouvez nous le dire aussi. Alors, en guise d'introduction, je dois vous dire quelques mots sur la genèse de ce travail et la commande qu'on a passée à Guilhem. Donc, et pour ça, je vais revenir sur la notion d'alimentation choisie et pourquoi on parle d'alimentation choisie. Alors, il y a une quinzaine d'années, au réseau CIVAM, quand on a commencé à travailler sur la question de l'accès à l'alimentation, on a découvert à quel point l'alimentation pouvait être subie. Il y a les situations de privation, d'insécurité alimentaire, sauter un repas, recourir à l'aide alimentaire qui augmente en France. Et il y a aussi plus d'un Français sur deux qui déclare ne pas manger la nourriture qu'il souhaiterait. À partir de là, de ces constats-là, on a beaucoup interrogé cette notion de choix, de choisir son alimentation, qui est d'ailleurs une composante du droit à l'alimentation tel que défini aujourd'hui par les institutions internationales, qui parlent d'une alimentation en quantité et en qualité suffisante, bien sûr, mais aussi conforme à sa culture, ses préférences, ses traditions alimentaires, etc. Et en travaillant sur cette notion de choix, on a mesuré qu'on n'était pas tous égaux pour accéder à une alimentation de qualité. Le fameux, il n'y a qu'à traverser la rue, il y a une Biocoop en face, non, il ne suffit pas. Mais aussi que ce qui pèse sur le choix n'est pas seulement un manque de ressources économiques, mais aussi tout un environnement alimentaire, le système dans lequel on s'inscrit, un environnement économique, industriel, l'implantation des magasins, ce qu'on y trouve, la publicité à laquelle on est exposé, la manière dont les filières conditionnent les choix de production, la manière dont les aides publiques sont pensées, orientées vers qui elles vont, etc., etc. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. On a mis là le visuel d'une étude qu'on vient de sortir avec le Secours catholique, la Fédération des diabétiques et Solidarité Paysans, qui s'appelle L'injuste prix de notre alimentation et qui revient justement sur toutes ces questions-là, tout ce qui détermine le prix d'alimentation bien au-delà de ce qui est affiché en supermarché. Je ferme la parenthèse. Voilà pourquoi, quand on parle d'alimentation choisie, et ça, c'est vraiment le cœur de la commande finalement on a fait à Dilemme après et du travail qu'on fait sur la démocratie alimentaire, on entend placer la notion de choix dans les mains du citoyen et non pas dans les mains du consommateur.
et des contraintes qui s'imposent à ce dernier. Du coup, s'il fallait définir la notion d'alimentation choisie, on le définirait aujourd'hui, on peut le discuter ensemble, comme une capacité politique des citoyens à agir sur l'organisation du système alimentaire. Donc voilà, ça c'est la base de notre réflexion. Alors maintenant, pourquoi on parle de connaissance de cause? La deuxième partie de notre interrogation. Euh, alors, pareil, il faut se replacer un peu en arrière. Il a fallu, pour un réseau comme les CIVAM, qui travaillent depuis très longtemps sur l'agriculture durable, sur les circuits courts, accepter de ne pas repartir de là, en fait, de ne pas repartir de ces travaux, mais repartir des citoyens, des mangeurs, de ce que vivent les gens, de ce à quoi ils aspirent. Et ça, quelque part, c'est un petit changement de paradigme qui a aussi nourri quelques inquiétudes. On a pu entendre, peut-être c'est des choses que vous entendez encore aujourd'hui, mais si ce que les gens veulent, ça va pas dans le sens de plus de durabilité, de produire mieux, etc. Et du coup, c'est l'origine aussi du terme connaissance de code. On a fait la gageure qu'aucune personne informée n'a envie d'empoisonner ses enfants, que on peut avoir une alimentation choisie, politiquement choisie, que en connaissance de cause. Dès lors, comment on s'informe collectivement, comment on échange sur les situations des uns et des autres, comment on met plus de transparence dans le système alimentaire. Voilà, c'est toutes les questions qui sont à la base du travail qu'on va vous présenter. Ah oui, j'ai remis la définition que je viens de dire. Je pense que tu peux passer. Alors, du coup, encore un mot très rapide sur la mission qu'on a confiée à Guilhem. Du coup, aujourd'hui, de plus en plus d'expérimentations voient le jour pour expérimenter plus de démocratie dans l'alimentation. Et vous êtes d'ailleurs très nombreux autour de la visio engagés dans cette voie. On a regardé un peu la liste des participants et c'est hyper encourageant de voir toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Et donc, le travail qu'on a confié à Guilhem, c'est de regarder quelque part et de consigner ce que vous faites. Alors, il y a une question de vocabulaire. On l'a d'abord interrogé sur le vocabulaire, connaissance de cause, co-formation, apprentissage citoyen, apprentissage en commun, éducation populaire sur l'alimentation. Comment on parle finalement de tous ces parcours, toutes ces expériences de montée en connaissance. Comment on construit un groupe, on favorise l'expression de chacun, quelle posture pour les accompagnateurs, quels sujets, comment on les aborde, etc. Voilà, donc c'est encore un travail qui est en train de se faire, qui va être amené à évoluer. Tout ce qu'on peut faire autour de cette question d'animer la démocratie alimentaire est encore assez naissante quelque part. Et du coup, voilà, peut-être que ce petit livret qu'on a tiré de tout ça sera que la première partie de ce qu'on pourra écrire à l'avenir sur animer la démocratie alimentaire. Voilà, et du coup, Guilhem, je te remercie pour ce travail à mon tour et je te passe la parole. Bon, bonjour du coup à toutes et à tous. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler et ensuite pouvoir aussi échanger du travail que j'ai fait avec le réseau CIVAM et de vraiment pouvoir en échanger parce que c'est, comme l'a dit Mélanie, la démocratie alimentaire, elle est encore naissante. Donc c'est beaucoup de choses en construction et, euh, et, euh, et donc les propos que je vais dire aujourd'hui sont amenés à évoluer dans le temps et en tout cas aussi je l'espère. Euh, donc, on peut passer à la slide suivante. Je vais commencer par me présenter. Moi, quand je suis arrivé du coup en février 2024 pour faire le stage au réseau CIVAM, j'étais en master à l'université de Tours dans un qui s'appelle le Culture et patrimoine de l'alimentation. En fait, on travaillait et on travaille sur l'alimentation dans toutes ses dimensions historiques, sociologiques, économiques, etc. Et, euh, moi, en fait, avant, je travaillais d'abord en histoire et surtout à la manière dont l'agriculture a participé, enfin, et les évolutions de l'agriculture a participé à faire évoluer l'alimentation et l'alimentation de tout le monde. Enfin, bref, voilà. Euh, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'abord ma méthode de travail avec quelle source en fait j'ai travaillé, comment est-ce que j'ai
j'ai été à la rencontre des initiatives et que aussi en fait il y a un travail de sélection puisqu'on se rend compte très vite qu'il y a énormément d'associations et de structures qui participent à faire des formations citoyennes ou à faire monter en compétence les citoyens sur les enjeux alimentaires et agricoles. Et aussi en fait tous les questionnements que j'ai pu avoir derrière et les questions que j'ai encore aujourd'hui. Et en même temps, je vais vous présenter un petit peu le guide que j'ai réalisé avec du coup le réseau Civam et qui est toujours en fait en prototype, donc on le verra tout à l'heure. Euh, donc on peut passer. Donc j'ai travaillé de février 2024 à juillet 2024. Ensuite, il y a eu un travail d'édition du guide que je vais vous présenter qui est toujours en cours aujourd'hui. Donc voilà, là on peut passer à la slide suivante. Quand je suis arrivé, j'ai commencé en fait par vouloir me réapproprier la commande du réseau Civam parce que moi, je n'étais pas forcément comment dire, intégré déjà Oh, dans le réseau Civam et aussi en fait ni initié à tous ces questionnements. Donc j'ai commencé en fait par me réapproprier la notion d'alimentation choisie en connaissance de cause et de voir comment est-ce qu'elle a émergé dans le réseau Civam. Donc je hmm. pars sur ce que Mélanie a dit tout à l'heure. Euh, mais en fait, c'était déjà comprendre qu'est-ce que l'alimentation choisie et qu'est-ce que c'est choisir en connaissance de cause. Et ensuite, je l'ai aussi, comment dire, euh, vu si sur le terrain aussi, à quoi est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est utilisé ailleurs qu'au sein du réseau CIVAM? Ensuite aussi, j'ai essayé de recenser les différentes initiatives de construction de la connaissance de cause. Donc, comme je l'ai dit, je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément, et aussi en fait de tout type. Euh, je les ai, entre guillemets, catégorisés entre deux types, des initiatives qui forment aux enjeux alimentaires et agricoles par la pratique et qui ensuite vont vers la théorie. Donc, sur ça, par exemple, on peut parler d'associations qui organisent enfin, qui font du potager, par exemple, en bas des habitations. Par là, il y a une montée en compétences sur les enjeux agricoles et alimentaires aussi parce qu'on va voir comment est-ce que pousse un légume, comment est-ce qu'ensuite on va pouvoir le cuisiner. Et ensuite, il y en a d'autres qui passent plutôt par de la théorie et qui vont ensuite vers de la pratique, et notamment en fait une pratique euh, politique, c'est-à-dire on va essayer de changer le système alimentaire. Et donc ça, on va le voir. Et comment dire, sur les initiatives que j'ai sélectionnées, c'est plutôt ces dernières. C'est celles qui partent de la théorie et qui comment dire, ont cette volonté explicite de former théoriquement les citoyens aux enjeux alimentaires pour ensuite les pousser à développer leur capacité d'action sur le système alimentaire. Ensuite aussi, j'ai regardé en fait comment est-ce que les initiatives ont comment les initiatives ont mis en place les formations citoyennes, comment est-ce qu'elles ont émergé, comment est-ce qu'elles ont été recrutées des citoyens et comment est-ce qu'elles ont été aussi transmettre des informations et des savoirs sur l'alimentation et l'agriculture. Donc on peut passer à la slide suivante. Euh, donc, pour tout ça, je me suis appuyé sur un corpus de documents qui ont été produits par ces initiatives, mais aussi en fait par la sphère académique qui s'intéresse beaucoup aussi aux enjeux de démocratie alimentaire. Et donc, il y a comment dire, une documentation très fournie sur ces sujets-là, en tout cas en sociologie, en économie, etc. Donc, je me suis appuyé sur tout ça pour déjà dégrossir et sélectionner mon terrain. J'ai étudié 10 structures qui proposaient des formations citoyennes aux enjeux de l'alimentation et de l'agriculture et j'ai réalisé 17 entretiens semi-directifs au sein de ces structures pour voir comment elles fonctionnaient. Donc, ces entretiens, ils ont été d'abord exploratoires.
Donc, les 10 structures, pour répondre à la question de Ellie, elles sont, je vais vous les présenter tout à l'heure, elles sont dans le guide. Du coup, on verra tout à l'heure sur le document, ce sera plus simple. Euh, et alors, donc pour reprendre. Et donc, en fait, ça a d'abord été exploratoire, c'est-à-dire que j'ai été chercher des informations, de voir comment est-ce qu'elles ont été émergées, comment est-ce qu'ils ont, pourquoi est-ce que, et comment ils ont pensé la formation citoyenne, pourquoi le faire aussi. Euh, et, euh, et voilà, c'est ce qui m'a permis, en fait, de partir d'une bonne base sur ce qui est dans le guide. Ensuite, j'ai aussi réalisé 5 observations au sein de 3 collectifs, donc le parcours d'engagement de Lorient, dont on a un représentant aujourd'hui qui va pouvoir nous en parler tout à l'heure. Et il y a la Caisse commune de Montpellier aussi, et la Calim 8 du 8e arrondissement de Lyon, où j'ai pu aller voir. Les observations aussi, en fait, j'ai sélectionné aussi euh, ces 3 structures pour des raisons enfin, c'est simple, c'est que par exemple le parcours d'engagement de Lorient, j'ai pu observer ses débuts, c'est-à-dire la constitution du groupe. Pour la Caisse commune de Montpellier, c'est un groupe qui est plus ancien, donc en fait ils n'ont pas forcément les mêmes enjeux. Et la Calim 8 de même. Donc voilà. Alors, donc on va pouvoir passer au document. Alors, donc, je vais vous faire un partage d'écran. Tac, je vais y arriver. Alors. Donc voilà, là on est du coup sur la première page. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un document qui est encore en construction. Donc il va y avoir peut-être des choses qui vont changer. Peut-être que le titre va changer, on va voir aussi avec le temps. Euh, donc voilà, c'est un document qui fait 45 pages, qui est divisé en plusieurs parties qui peuvent être prises indépendamment dans le souci justement de pouvoir, comme c'est un assez gros document, de pouvoir le prendre indépendamment, de prendre chaque partie indépendamment des autres. Donc il a été pensé comme ça pour faciliter la lecture. Donc en introduction, on retrouve ce qu'on a dit un petit peu au début avec Nicolas et Mélanie, c'est-à-dire dans quel contexte a été fait ce guide avec quelle pensée aussi au sein du CIVAM on a souhaité le réaliser. Euh, voilà. Il y a aussi en fait la méthodologie qui est reprise donc, et explicitée. Et on a les différents projets qui ont été étudiés. Donc, on peut voir qu'il y a la Caisse Alim de Toulouse, il y a la Caisse commune de l'alimentation de Montpellier, la Calim 8 à Lyon, il y a la Caisse commune de l'alimentation de Gironde, les défis famille et alimentation positive qui sont organisés par le CIVAM du Gard. J'ai étudié aussi la Convention étudiante de l'alimentation durable, le comité local de l'alimentation de Tours, le comité local de l'alimentation de Cadenet. Il y a le parcours d'engagement citoyen d'accès à une alimentation choisie de Lorient et le cabas des champs du quartier de Caréderne à Brest. Et aussi la caisse sociale de l'alimentation de Saint-Étienne. Ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de résumer un petit peu quels sont ces projets et depuis quand ils ont démarré et enfin, qu'est-ce qu'ils veulent faire et voilà. Donc, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que parmi tous ces projets, il y a beaucoup de projets de sécurité sociale de l'alimentation. Euh, Parce qu'en fait, comment dire, ils ont aussi cette volonté explicite de former les citoyens pour leur permettre d'agir directement et d'avoir accès à une alimentation, à l'alimentation qu'ils veulent. Dans une première partie, c'est une partie plutôt théorique. Elle revient sur la définition de l'alimentation choisie en connaissance de cause, en réfléchissant aussi à qu'est-ce que c'est que la connaissance de cause. Par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que la connaissance de cause, c'est aussi un vocable du vocabulaire associé à la consommation et au consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, il va choisir en connaissance de cause ce qu'il veut, mais ça reste une optique d'un choix assez individuel.
Alors que ce qu'on entend avec le réseau CIVAM, c'est plutôt aller vers un choix collectif et permettre aux citoyens de choisir collectivement l'alimentation qu'ils souhaitent. Donc, cette première partie, elle revient sur ça. Elle revient aussi sur la distinction entre les différentes manières de construire la connaissance de cause. Donc, c'est-à-dire avec des méthodologies qui partent plutôt de la pratique vers la théorie ou de la théorie vers la pratique. On peut voir aussi qu'il y a euh, des petits encadrés dans lesquels il y a des retours d'expérience, par exemple comme ici à Brest ou à Saint-Étienne, qui permettent de mettre en pratique ce qui est dit dans le texte. Euh, donc dans une deuxième partie, on revient sur la constitution en fait des groupes de citoyens et en fait des enjeux qui peuvent se poser lors de la constitution de ces groupes. Euh, Par exemple, est-ce qu'en fait une association va se lancer toute seule? C'est des questions qui peuvent se poser. Souvent aussi, on peut observer dans une localité, des associations vont s'associer et coopérer pour lancer un collectif citoyen. Ça permet aussi en fait de recruter un spectre plus large de participants. Puis, lié à ça, il y a aussi en fait des enjeux de mixité sociale, parce que dans les logiques d'engagement, souvent, on va retrouver des personnes qui sont déjà insérées dans des milieux militants ou qui ont ce qu'on pourrait appeler un capital militant assez grand et qui va mettre à l'écart d'autres personnes précaires, etc. Et de comment est-ce qu'en fait les groupes ont essayé de résoudre cette difficulté. Hum, Ensuite, il y a aussi de manière plus terre à terre comment est-ce que les groupes aussi ont été recrutés. Par exemple, à Lorient, comment dire, les associations ont recruté au sein même de leurs activités. Par exemple, l'association Optimisme, elle a fait la publicité du collectif citoyen lors de ses ateliers potagers sur le balcon. Euh, il y a un peu, alors, il y en a d'autres qui ont organisé en fait aussi des événements sur la place publique pour essayer de faire venir des personnes qui ne sont pas habituées des associations. Euh, à Lorient ou à Cannes, il y a des petites cartes vitales de l'alimentation qui ont été distribuées pour interpeller les personnes sur le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation, etc. Ensuite, il y a aussi en fait des méthodes aussi pour faciliter la participation. Par exemple, on peut voir que comment dire, dans certaines initiatives, les participants peuvent être rémunérés. Par exemple, à Saint-Étienne, ils essaient de valoriser l'engagement en mettant en place une cotisation de temps, c'est-à-dire plus on a été actif dans la mise en place du collectif, plus, par exemple, lors de la mise en place de la caisse d'alimentation, on serait ayant droit. Ensuite, il y a aussi des informations par exemple, sur le focus sur le CLAC, sur comment est-ce qu'en fait il a été pensé. C'est-à-dire il est né d'une première phase de réflexion entre des acteurs associatifs et des personnes du territoire, par exemple qui gèrent le PAT ou de la mairie ou du département. Et ensuite, comment est-ce qu'ils ont été essayés de recruter plusieurs citoyens, bon, etc. Donc, il y a un point aussi sur les enjeux de la définition du groupe, parce que c'est important aussi en fait de bien définir comment dire, pourquoi est-ce que le groupe est là, pourquoi est-ce qu'il se réunit, parce que ça peut aussi être un frein à la participation quand on ne sait pas trop dans quoi on se lance. C'est quelque chose qu'on peut retrouver assez souvent et même qui fait partie des peurs un petit peu des participants de se dire on va encore s'engager pour quelque chose qui va déboucher sur rien. Donc en fait, bien définir l'objet du groupe, c'est aussi un enjeu. Et il y a aussi des enjeux à définir les règles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va communiquer, comment est-ce qu'on va prendre des décisions. Il y a des exemples aussi
de jeu, par exemple le jeu du Galera Demos, qui est un moyen d'expérimenter les différentes manières de prendre une décision, c'est-à-dire par exemple la vote à bulletin secret, au consensus, au consentement, etc. Donc voilà sur cette deuxième partie. Donc une troisième partie, elle est consacrée plutôt au principe de construction de l'information avec les citoyens et aussi de co-construction. Et c'est là aussi qu'on voit, et dans mon travail où j'ai conscience aussi que ces initiatives étaient vraiment euh, liées à l'éducation populaire et en prise des principes d'éducation populaire. Donc, dans cette partie, il y a, comment dire, tous tous les enjeux liés à la position de l'animateur. Euh, comment dire, que en fait, l'animateur aussi, c'est un médiateur entre les différents savoirs et les citoyens. Et que c'est souvent aussi un facilitateur, parce que des fois, il y a des savoirs qui sont comment dire, pas facile à appréhender et que, ils permettent de le vulgariser ou aussi, en fait, c'est un référent de confiance pour les participants. Il y a aussi, en fait, un principe d'utiliser les savoirs chauds, c'est-à-dire les savoirs qui sont, euh, que possèdent les individus et en fait, comment dire, bah, c'est en opposition avec les savoirs froids qui sont plutôt théoriques et comment dire, de les confronter. Et aussi, enfin, c'est un moyen de mettre en confiance les personnes, de les valoriser aussi, parce qu'elles ne partent, personne ne part en fait en ne connaissant rien de l'alimentation, puisqu'on est tous concernés par l'alimentation, et, euh, et donc c'est un bon moyen de démarrer des ateliers. Dans cette perspective, on retrouve dans beaucoup de collectif l'idée de désacraliser les savoirs techniques et scientifiques, c'est-à-dire de quand on fait venir, par exemple, une personne qui est très technique sur son sujet, d'essayer de trouver des moyens pour enfin, désacraliser leur position d'expert et de favoriser en fait une discussion d'égal à égal entre ces sachants, entre les sachants et les participants. Donc, après, je ne rentre pas forcément dans le détail parce que c'est assez, enfin, sinon ça me prendrait beaucoup de temps. Et il y a aussi en fait une autre méthode qu'on retrouve assez souvent, c'est celle de construire directement l'information avec les citoyens qui se transforment alors en enquêteurs, en enquêteurs euh, qui peuvent par exemple via des food transects récolter des données sur des espaces géographiques précis et aussi de se rendre compte, par exemple, des inégalités alimentaires qu'il peut y avoir dans certains quartiers, d'autres de récolter en fait des statistiques de prix comme à Brest pour voir les différences entre le Super U ou le Lidl et en fait aussi les prix pratiqués dans les initiatives de solidarité alimentaire. Euh, voilà, donc la quatrième partie, elle est plutôt consacrée à comment dire, à comment est-ce qu'on va parler de l'alimentation dans ces collectifs. Et donc là, je proposais, en fait, on propose deux entrées qu'on retrouve assez régulièrement dans les collectifs citoyens. La première, c'est la précarité alimentaire, parce que souvent, les organisateurs de ces collectifs citoyens sont des associations de solidarité alimentaire et qui elles ont aussi pour objectif de mettre en œuvre des solutions sur le territoire aux inégalités. Et donc aussi, les participants sont souvent préoccupés sur cette question. Donc, c'est une première entrée pour étudier l'alimentation. Et aussi, des fois, de faire prendre conscience à tout le monde dans le groupe de qu'est-ce que peut être la précarité alimentaire, en sachant qu'il peut y avoir aussi au sein du groupe plusieurs définitions de la précarité alimentaire. Euh,
Il y a une autre entrée aussi en fait qu'on retrouve souvent, c'est sur le système alimentaire. Celle-ci, elle permet de parler de l'alimentation en fait dans son sens large et aussi en fait systémique et de comprendre derrière par exemple l'exemple d'un yaourt à la fraise comme on retrouve souvent et qui est une animation qui a été produite par les greniers d'abondance. Comment dire, quels sont tous les acteurs qui sont passés pour la réalisation d'un yaourt à la fraise et de voir l'imbrication, en fait, les imbrications économiques et sociales d'un produit alimentaire. Et après, hein, comment dire, c'est des entrées qui restent assez générales, mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que souvent les collectifs citoyens, après, vont pousser un peu plus loin sur les sujets selon leurs besoins et aussi en fait les envies des participants et selon ce qu'ils souhaitent faire. Donc avec le réseau CIVAM aussi, on propose plusieurs pistes d'animation. Par exemple, une sur les coûts sociétaux de l'alimentation, qui est l'étude qui est sortie en fin d'année dernière avec le Secours catholique. Euh, et un deuxième sur les travailleurs dans le système alimentaire. Donc la cinquième partie, elle est dédiée à la construction de la connaissance de cause sur les enjeux agricoles. Donc ça, c'est un sujet qui est cher au réseau CIVAM et qu'on a décidé aussi en fait de proposer des animations et aussi en fait de voir qu'est-ce qui se fait dans les collectifs. Donc ce qu'on retrouve souvent, c'est des visites de ferme. Et nous, en fait, ce qu'on souhaite aussi dire et montrer, c'est que bah, il y a d'autres manières aussi d'aborder les questions agricoles et de bien les travailler. Donc on propose euh, plusieurs animations là aussi sur, par exemple, les labels en agriculture ou qu'est-ce que c'est que manger local. Donc ça, c'est des animations qui sont issues du rapport diagnostic, qui est de l'autodiagnostic qui est sorti en 2019 et qui peuvent très bien s'appliquer à des collectifs citoyens. Euh, donc voilà. Et dans une dernière partie, c'est une question justement, enfin c'est une partie sur l'évolution de ces groupes citoyens qui recense un petit peu les questionnements qu'il peut y avoir dessus aujourd'hui et aussi sur comment dire qui ouvre aussi en fait la réflexion sur l'avenir de ces groupes citoyens. Déjà, est-ce qu'en fait ces groupes, après la mise en place d'un projet, est-ce qu'ils vont continuer d'exister? Comment continuer à faire exister un projet après en fait sa réalisation et un groupe citoyen? D'anticiper aussi en fait les changements d'échelle. Par exemple, il y a le cas de Montpellier où après en fait avoir commencé à faire son expérimentation de caisse alimentaire, se demande en fait comment élargir aussi le groupe citoyen et le comité, et comment aussi en fait bah, intégrer de plus en plus de personnes aux réflexions sur la caisse et en fait aussi bah, enfin, la citoyenneté alimentaire. Euh, Et aussi, en fait, comment est-ce qu'on peut, dans un groupe de citoyens, intégrer de nouvelles personnes lorsque, en fait, on a une réflexion qui a été euh, parfois longue de plusieurs années et comment on peut arriver à mieux les intégrer. Donc voilà, à la fin du guide, on va retrouver des exemples. Donc, par exemple, à Lorient, mais ça, je ne vais pas y revenir puisque je vais donner après la parole à Pierre, ou à la Calim 8 sur les différentes séances qu'il y a eu, sur quels sujets ils ont travaillé et comment ça s'est échelonné dans le temps. Donc, on retrouve tout ça. Et, euh, et voilà. Donc, pour conclure, euh, moi, ce travail, en fait, comment dire, il m'a laissé en fait sur aussi beaucoup de questions et bah, notamment sur l'impact qu'en fait les collectifs citoyens et ces formations citoyennes peuvent avoir déjà sur le réel, c'est-à-dire sur comment est-ce que ça participe à transformer le système alimentaire, mais aussi quel impact
sur les participants. Est-ce qu'en fait aussi suite à ça, enfin ces personnes vont continuer à s'engager politiquement ou sur d'autres formes, enfin d'autres formes d'action? Quel est aussi en fait l'avenir de ces collectifs citoyens? Est-ce qu'en fait ça a vocation à s'élargir? Enfin, beaucoup de questions qui restent en suspens et qui sont à voir. Et aussi, en fait, est-ce qu'il est possible parce que ça reste aussi des initiatives qui sont assez récentes, de pousser aussi toujours plus loin et jusqu'où est-ce qu'on peut pousser la formation citoyenne sur les enjeux alimentaires et agricoles. Donc, pour ça, je vais laisser la parole à Pierre. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté je reste à disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Guilhem. Du coup, on va lancer le diaporama. On va enchaîner sur la présentation, le témoignage de Pierre, qui fera un écho direct à une réaction directe à ce que vient de présenter Guilhem. J'ai vu qu'il y a déjà une petite main qui s'est levée. Surtout, gardez bien vos questions. On prendra le temps d'y répondre. On finit ce déroulé là et on prendra le temps de la discussion avec vous. Du coup, et ben voilà, c'est parti. Pierre, je te laisse te présenter et répondre aux questions du coup sur lesquelles Guilhem vient de t'interpeller. Merci. Ouais. Euh, Pierre Leroux, moi je suis chargé de mission agriculture durable à Cohérence. Cohérence, c'est une association régionale bretonne qui est basée à Lorient et qui travaille sur tout ce qui est tous les champs de la transition écologique à travers le prisme de la participation citoyenne, en se disant qu'on n'arrivera pas à faire l'ensemble de ces transitions sans la participation active des citoyens et citoyennes. Et on a donc mené un parcours d'apprentissage en commun autour de l'alimentation choisie à Lorient en collaboration avec Optimisme, qui est une association lorientaise, qui est un jardin de cocagne notamment, et qui travaille aussi sur l'insertion par l'accès au droit, et notamment au droit à l'alimentation. Et donc en 2023-2024, on a commencé à travailler autour d'un parcours d'apprentissage en commun. On l'avait appelé parcours d'engagement au tout départ. Et puis, pour avoir échangé avec quelques citoyens, citoyennes, on l'a appelé parcours d'apprentissage en commun autour de l'alimentation choisie qui leur parlait plus. Et donc, en avril 2024, en mars-avril 2024, on a recruté des citoyens et on a recruté un groupe de 55 citoyens, citoyennes qui ont participé à partir de mai 2024 et jusqu'à début 2025 à ce parcours d'apprentissage en commun et qui aujourd'hui, suite à ce parcours d'apprentissage en commun, travaillent à la co-construction d'une caisse locale de l'alimentation sur Lorient et qui devrait normalement, peut-être, ça va dépendre d'eux, déboucher au test d'une caisse locale sur Lorient à partir de 2026, plus ou moins. Et est-ce qu'on peut passer? Ouais, voilà, un petit focus sur ce groupe de citoyens, citoyennes. On avait donc au départ 51 personnes inscrites, c'est monté à 55 au final en cours de parcours. Il y a à peu près un tiers de ces personnes qui se sentent restreintes dans leur accès à l'alimentation, restreintes à très restreint. Un tiers qui se sentent un petit peu restreints et un tiers qui se sentent pas du tout restreints. Euh, Au départ, il y avait plus de 80 personnes intéressées par la démarche et donc dans ce groupe de citoyens qui suivent le parcours, il y a à peu près 70% de femmes. Euh, et en moyenne, on a eu une trentaine enfin, entre 25 et 30 citoyens, citoyennes présents par séance, ce qui est beaucoup pour nous qui avons pu animer ce genre de défi sur d'autres sujets. Autrement, en général, on a toujours du mal
à conserver un taux de participation assez important. Et là, pas du tout, en fait. Enfin, ça s'est plutôt très naturellement fait. Et donc, du coup, on a co-animé avec Optimisme 11 séances collectives de 2 heures le soir entre mai et janvier 2025. Et on peut faire un focus sur ces séances. Sur les séances, en fait, on avait préparé avec Optimisme les 4 premières séances, avec une première séance de construction de règles de fonctionnement du groupe, un peu d'interconnaissance. L'idée, c'était vraiment de définir ensemble comment allait fonctionner le groupe. Une deuxième séance, séance 2 et 3 autour de la compréhension euh, de, des causes et conséquences de la précarité alimentaire et puis des dérives de l'aide alimentaire, avec notamment la participation, enfin l'intervention de Bénédicte Bonzi lors de la séance 3, et une quatrième séance autour des enjeux des systèmes alimentaires avec la participation de Marie Felser, qui est venue faire une présentation avec des échanges avec le groupe. C'était les 4 séances qu'on avait préparées et imposées au groupe dans ce parcours. Donc on retrouve un peu ce que disait Guilhem tout à l'heure autour de l'axe précarité alimentaire et l'axe euh, enjeu, enjeu des systèmes alimentaires. Et, et après, on a posé la question au groupe de ce qu'ils souhaitaient étudier en fait lors du parcours. Et tout de suite, il y a eu une première séance autour de l'aspect focus sur le territoire. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on a appris dans les premières séances sur le territoire. Euh, et une séance complète après de premier bilan et de co-construction de la suite. Donc en fait là, on l'a vraiment laissé, on leur a fait quelques propositions de sujets, mais avec aussi des sujets qu'ils pouvaient ajouter sur les du coup 5 séances qui restaient. Et ils ont choisi de travailler autour des enjeux de pouvoir dans le système alimentaire, des coûts cachés de l'alimentation. Donc là, on a une présentation de l'étude sur l'injuste prix de l'alimentation par, euh, par Mélanie et Alexia de Réseau Sivam. Et ensuite, autour de la nutrition, santé, le lien, le lien avec l'alimentation et notamment la précarité alimentaire, donc, ouais, avec Nicole Darmon. Une séance 10 d'échange avec les producteurs locaux, de visite de ferme, et une séance 11 sur le droit à l'alimentation. Et, et donc, en fait, voilà, l'idée de ce parcours, ça a quand même été malgré les premières séances qui ont été imposées, c'était vraiment de co-construire avec le groupe ce parcours euh, au maximum. Et d'ailleurs, dès la première séance, en fait, dans les règles de fonctionnement du groupe, il y avait le rythme de ces séances et, et les jours, etc. Et en fait, au rythme des séances, nous, on avait imaginé qu'ils allaient partir sur une séance par mois, une séance toutes les 3 semaines. Et en fait, non, ils ont choisi un rythme beaucoup plus important, parce qu'en fait, ils ont choisi de se réunir tous les 15 jours, euh, ce qui a pu nous mettre un petit peu dans le dur en termes de suivi et de préparation d'animation. Donc ça nous a demandé pas mal de temps à chaque fois, parce qu'une séance, c'était minimum 2 jours de travail par structure. Donc en fait, 4 jours de travail par séance. On a beaucoup bricolé pour essayer de construire ces séances. On avait échangé avec Cadenet ou avec la Gironde, avec David que j'ai vu tout à l'heure, là, qui est ici, de David Glory, sur ce qu'ils avaient pu faire sur d'autres parcours d'apprentissage en commun, d'autres parcours d'engagement. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de bricoler ces séances, comment on fait, qu'est-ce qu'on choisit, avec pas beaucoup d'exemples. Et donc, c'est vrai que voilà, j'ai eu l'occasion de lire ce document-là qui est présenté par Réseau Civam, et ça aurait été un super document sur lequel on aurait pu s'appuyer dans la construction. Ça nous aurait sûrement fait gagner beaucoup de temps. Et puis ça aurait sûrement beaucoup alimenté notre réflexion aussi.
Et voilà pour la présentation du parcours. Ce parcours, il s'est terminé tout juste là, en janvier. On a fait la dernière séance tout début janvier. Et, euh, et sur les questions qu'on a pu se poser au démarrage, c'est vrai qu'on a essayé de construire un groupe qui était relativement représentatif. Ça, c'est vraiment des échanges qu'on avait pu avoir avec les autres caisses. Enfin, moi, je me rappelle d'un, dans la représentativité, on avait à la base, on voulait 50% d'hommes, 50% de femmes. Puis avec un échange avec Marie Valser, elle nous avait dit, mais en fait, l'alimentation, c'est géré par les femmes à 90%. Alors, s'il y a 90% de femmes dans le groupe, eh ben, c'est super. Et c'est vrai que voilà, c'est des petites questions qu'on s'était, enfin, sur lesquelles, si on n'avait pas eu des échanges ou des éléments pour nous aider, on se serait sûrement un peu planté. Voilà, par quoi on commence? Est-ce qu'on impose un parcours d'apprentissage en entier ou est-ce qu'on le définit avec les citoyens au risque de pas faire exactement ce qu'on nous on avait en tête. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que nous on avait en tête de travailler sur la sécu, sur la démocratie participative. Et au final, c'est pas du tout, ça n'a pas été du tout un choix des citoyens. Et ils le font après le parcours d'apprentissage. Ils sont en train de le faire là dans les règles de fonctionnement de la des constructions de la caisse. Euh, voilà, on s'est beaucoup remis en question sur nos choix, ce qui nous paraissait important, on- ce qui nous paraissait important des fois, voilà, et qui, en fait, d'une séance à l'autre, était complètement remis en question parce que dans ce qui s'est passé dans une séance, c'est hyper riche et du coup, on adaptait à chaque fois la séance d'après. Euh, Ce qui a demandé, du coup, c'est beaucoup de temps de travail, et de construction. Et voilà, je sais pas si j'enchaîne sur la suite, mais sur d'où on est parti, peut-être parce que c'est assez important. En 2022-2023, en fait, à Cohérence, on a commencé à entendre parler de la SSA et de ce qui pouvait se passer en France, à Montpellier, à Cadenet, en Gironde. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que dans ces projets-là, il y avait vraiment quelque chose qu'on avait déjà travaillé, nous, et qu'on fait dans tous nos projets, parce qu'en fait, on amène des projets autour de conventions citoyennes locales, d'accompagnement de foyers sur divers sujets, mais notamment de biodiversité, etc. Et en fait, c'est de faire ce qu'on avait travaillé, c'est vraiment de faire monter en compétence les citoyens et les citoyennes pour qu'ils soient en mesure de proposer des actions sur les territoires. Donc, voilà, ce que disait exactement ce que disait Guilhem de tout à l'heure, on s'y retrouve complètement. Et, euh, et en parallèle de notre réflexion interne dans l'association, il y a eu, dans le cadre du PAT de Lorient Agglo, une concertation territoriale autour de la précarité alimentaire et un diagnostic qui a amené sur un diagnostic partagé avec l'ensemble des associations qui travaillaient autour de la précarité alimentaire, l'alimentation durable, et qui était animée par Optimisme. Et ça a permis de beaucoup échanger avec les associations locales et de se rencontrer, en fait, parce que on se connaissait pas bien, voire pas du tout. Et en fait, surtout, on n'avait jamais travaillé. On travaillait ensemble entre associations de l'alimentation durable, mais on n'avait pas beaucoup travaillé avec les associations d'aide alimentaire qui travaillent autour de la précarité alimentaire. Et, euh, et du coup, de cette concertation territoriale, il en est ressorti un plan d'action dans lequel on, on a porté un projet de travailler autour de la SSA. On s'est retrouvé à plusieurs associations à porter cette envie. Et c'est de là qu'est arrivé un groupe de travail et qui a amené sur la création de ce parcours d'apprentissage en commun. Euh, voilà. On est parti avec pas beaucoup de financement pour le coup, pour notre part, un peu plus du côté d'optimisme. Mais on a fait beaucoup de ce parcours d'apprentissage sur les fonds propres de l'asso, parce qu'en fait, on était financé pour 5 séances, mais on trouvait ça tellement juste en termes de construction de connaissances de cause qu'on a
On a travaillé sur nos fonds propres. Euh, et voilà pour la première partie sur le lancement. Et je sais pas combien de temps il me reste. Et Oui, tu peux encore prendre 2, 3 minutes, Pierre, pour répondre à la deuxième question, si tu veux. ok. Et après, il y Et- aura sans doute plein d'autres questions auxquelles répondre. On passera la parole aux ok. participants. Ça marche. La deuxième question, c'était sur le comment a évolué le groupe. Euh, euh, et est-ce qu'on l'a vu monter en compétences? C'était la question qu'on m'avait posée. Et du coup, oui, bah, le groupe, il a énormément évolué pendant ces 11 séances. Enfin, c'est assez impressionnant. Euh, que ce soit sur le fonctionnement du groupe, la première séance, ça a été, il y a eu des tensions entre des jeunes militants de l'alimentation durable, des militants véganes qui ont des habitudes de communication militantes, et des personnes qui se sont senties exclues par ces modes de communication, qui étaient voilà, la communication non verbale ou l'écriture inclusive, enfin, qui ne maîtrisaient pas, et du coup, ils se sont sentis exclus, et c'est très vite monté dès la première séance. Aujourd'hui, ils travaillent hyper bien ensemble, ils utilisent des modes de communication comme ça. Voilà, ils ont vécu des choses ensemble, ils ont appris plein de choses ensemble. Ils ont appris à échanger et on les a vus monter en compétences. C'est devenu très vite des experts sur des sujets. Parce qu'en plus, ils bossaient entre les séances sur des sujets. Enfin, ils nous envoyaient des éléments, des articles qui sortaient dans la presse, etc. Bref. Et, euh, et notamment, j'ai deux exemples là-dessus. C'est la séance sur le focus sur le territoire. On leur a donné des documents à analyser, mais des documents, des études scientifiques en fait, quoi, et on aurait pu donner largement à des niveaux master, ingénieurs. Et ils s'en sont hyper bien sortis. Euh, et l'autre exemple, c'est sur la présentation de l'étude L'injuste prix de l'alimentation. Moi, c'est vous, Mélanie et Alexa, qui me disiez qu'ils avaient eu des questions hyper pointues sur l'étude et des questions que vous n'aviez pas forcément enfin, eu dans d'autres contextes. Et voilà, donc ça montre qu'en fait, ils sont vachement montés en compétence sur l'ensemble des questions alimentaires. Et enfin, bah, il y a eu un nivellement en fait dans le groupe entre ceux qui arrivaient un peu de l'aspect lutte contre la précarité alimentaire et de ceux qui arrivaient avec beaucoup plus de connaissances sur l'alimentation durable. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils arrivent à plus ou moins un même niveau de connaissances ensemble et, et ils s'appuient sur des apprentissages communs en fait dans la construction de leur projet de caisse locale. Donc voilà. Et aujourd'hui, ils sont dans une vraie phase d'autonomisation sur cette construction de caisse. Donc ouais, ça a vachement évolué, ouais. Eh ben, merci beaucoup, Pierre, et merci, Guilhem, encore une fois, pour vos présentations. Et du coup, on a une demi-heure devant nous. On va prendre un temps de questions. N'hésitez pas à interpeller Pierre, Guilhem ou le réseau CIVAM, Nicolas ou moi, par rapport à ce que vous avez entendu. Et n'hésitez pas aussi à nous livrer vos expériences et dire si ça fait écho à ce que vous rencontrez sur le terrain, aux questions que vous vous posez, etc. Vous pouvez noter vos questions dans le chat, vous pouvez lever la main, on va vous passer la parole. Je vous demande juste de vous représenter au début pour redire qui vous êtes et d'où vous parlez. Et on reprendra, petite parenthèse, de 2 minutes à la fin pour dire un peu les prochaines rencontres ou les prochaines dates qu'on peut vous proposer, et notamment autour de ces questions de sécurité sociale de l'alimentation, les auditions ouvertes qui vont être organisées avec les caisses dans les prochaines semaines et mois. Du coup, je vois qu'il y a des mains qui commencent à se lever. Jérémy, je te passe la parole. Bonjour, merci pour ces présentations, c'était super intéressant. Donc, je suis Jérémy, je fais de l'éducation populaire sur l'alimentation pour l'association Catalyse. Et en ce moment, en lien avec le CIVAM Drôme et Ardèche, et puis un peu national, on réfléchit à créer une animation autour du rapport L'injuste prix de notre alimentation. Euh,
J'ai deux questions très pratiques par rapport au rapport de Guilhem. Est-ce qu'il y a une date de parution et est-ce qu'il y a possibilité d'avoir accès à cette version provisoire en attendant? Voilà. Merci. Euh, Alors, je peux répondre directement. Normalement, la semaine prochaine, c'est en ligne. Du coup, si vous pouvez patienter, on n'a pas forcément besoin de diffuser une version provisoire avec plein de petites coquilles encore inhérentes à la mise en page du travail. Donc, la semaine prochaine, on vous renverra à tous le lien, ce sera sur notre site internet. Mm. Et Et du coup, ouais, oui, vas-y, petite Guilhem. précision aussi, il sera en ligne. Enfin, il n'a pas vocation pour l'instant à être si publié, oui, mais pas imprimé. Voilà. Voilà. Et ben, par contre, si vous voulez l'imprimer, normalement, on l'a conçu avec la graphiste pour qu'il soit facile à imprimer sur des imprimantes de bureau avec pas trop d'aplats de couleurs, un nombre paire de pages, etc. Euh, voilà. Et du coup, bah, je passe la parole à Violette. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Du coup, je suis animatrice coordinatrice au CIVAM du Finistère. Merci beaucoup pour les présentations. C'était hyper intéressant. Ça fait écho à plein de réflexions. Donc moi aussi, j'ai hâte de voir le guide. Moi, j'avais une question par rapport à l'implication des paysans et des paysannes dans ces parcours d'apprentissage commun. Pour reprendre le terme de cohérence, j'aime bien aussi cet intitulé de parcours. Parce que du coup, nous, on se pose effectivement toujours cette question-là. Il y a toujours des visites de ferme, etc., qui sont organisées. Ça, c'est chouette. Mais quelle est la place du coup des paysans et des paysannes en tant que participants quoi, de ces collectifs-là? Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées? Et est-ce que si ça n'a pas été fait, est-ce que c'était pour des raisons voilà, en particulier? Voilà la question. Peut-être autant du coup pour Guilhem, ce que tu aurais observé, et Pierre sur ce que vous avez dit. Merci. Euh, du coup, c'est en effet une question qui se pose et qui, je trouve, est revenue assez souvent. Enfin, en tout cas aussi que nous, on s'est posé. Donc, enfin, sur ça, il y a plusieurs exemples, en sachant, enfin, moi, je tiens pas forcément à donner un avis, mais plutôt enfin, c'est un questionnement et ensuite et des informations qu'on a récoltées auprès des différents animateurs. Et d'une manière générale, ce qui est ressorti, c'est que on voulait intégrer enfin, les initiatives voulaient intégrer les paysans, mais en fait de manière en tant que citoyen, pas forcément en fait en tant que citoyen ou expert. Et en fait de pas non plus trop mélanger ces positions. C'est-à-dire que s'ils intègrent, et ils sont bienvenus à intégrer les collectifs citoyens, c'est en tant que citoyen. Et après, en fait, ils sont aussi et peuvent souvent être sollicités, mais en tant plutôt que position d'experts, entre guillemets, de personnes en fait à aller rencontrer pour expliquer leurs conditions, leurs problématiques, etc. Après, ensuite, enfin, j'ai en tête aussi ce que m'avait dit Eric du CLAC, c'est que c'était, comment dire, que en fait, en termes de population, les paysans, en fait, représentaient une petite partie de la population. Et du coup, bah, c'était pas obligatoire, entre guillemets, qu'ils soient dedans, même si c'est le bienvenu. Mais c'était plutôt, en fait, comme ça que ça s'est posé dans la recherche, et quand, en fait, j'ai discuté avec les animateurs. Donc, je sais pas si Pierre, toi, tu as un avis aussi sur cette question. Bah, je peux compléter. Nous, c'était pas une cible particulière quand on a construit le groupe, quand on a recruté le groupe. Pour autant, il y en a eu qui sont venus au départ et parce que en fait, bah, vu qu'on est passé par nos réseaux, forcément, il y en a eu. Et, et du coup, en fait, ils ont pas, ils font partie des 80 et quelques personnes qui sont venues au départ, mais pas des 50 personnes qui se sont inscrites sur le long terme parce que difficulté de s'engager sur le temps long sur ce genre de projet, des personnes qui étaient déjà engagées en plus sur d'autres structures, CIVAM, Gab, Conf, etc. Pour autant, on a une personne quand même qui est maraîchère dans le groupe, qui est salariée. Euh,
Et après, on a fait enfin, on a fait donc la visite de ferme, etc. On avait voulu faire venir euh, des, des paysans aussi pour parler prix, construction de prix, etc. Mais ça s'était pas fait pour plein de raisons, enfin, des raisons de calendrier surtout. Et, et on a fait donc du coup la dernière séance, en fait, ça a été la rencontre avec avec les agriculteurs, avec les producteurs locaux. Et de ce qui est sorti de cette séance, notamment, ça a été que, en fait, le groupe a envie de continuer ça, ces rencontres régulièrement, d'intégrer, c'est un fait, on n'a pas réussi à intégrer plus de paysans au cours du parcours, mais il pouvait y avoir peut-être d'autres méthodes pour une autre temporalité avec eux, des échanges réguliers qui sont soit prévus, je sais pas, tous les trimestres ou voilà. Donc c'est en cours de réflexion en tout cas par le groupe. Donc, Merci. On voit que c'est une question, une grande question dans pas mal d'initiatives. Si vous avez des témoignages là-dessus, après, n'hésitez pas sur l'intégration paysans, mais aussi de tous les travailleurs de la chaîne alimentaire et comment on les prend en compte aussi à ce titre-là. Alors, il y a une main levée, David. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour le travail. J'avais juste un tout petit commentaire au début. Donc, moi, je fais partie de l'expérimentation en Gironde et donc j'ai participé à la constitution des parcours d'engagement que Guilhem il a évoqué. Et c'est un petit retour d'expérience sur le fait que c'est vraiment, comment dire, ce socle-là, ce socle premier de groupe qui se constitue, il est fondamental dans le sens où nous, près de 2 ans après enfin 2 ans même après le lancement des parcours d'engagement, donc dans la constitution qu'il y a eu ensuite de la caisse et l'aboutissement, la création d'une caisse et la vie d'une caisse là depuis plusieurs mois, ce groupe-là, dans la manière dont il s'approprie le projet, dans la manière dont il s'implique, dans la manière notamment, par exemple, sur des données qu'on voit sur la manière dont les gens ils cotisent, on voit qu'il y a une singularité de ce groupe-là originel, c'est-à-dire le fait de, en gros, la règle, c'est plus on est impliqué, plus on est ancien dans le projet, plus on cotise concrètement. Ça montre que ce groupe-là, il a un rôle particulier parce que il va être amené à grandir, il va être amené à accueillir des nouvelles personnes parce il faut un flux hein, de renouvellement. Mais ce groupe-là, à la fois dans ses pratiques et aussi dans le rôle presque de garant qui s'approprie en fait de rappeler les fondamentaux, de retrouver parfois qu'on peut dans des débats se relancer dans des trucs et de jouer ce rôle-là un peu de garant. C'est vrai que c'est fondamental d'avoir un groupe solide sur ça, quoi. Ce qui montre vraiment la nécessité du temps long du départ pour pouvoir ensuite derrière avoir des bases solides, quoi. Et moi, j'avais une question par rapport à Pierre. J'ai cru lire dans le, je ne sais plus si c'est dans la présentation de Guilhem ou pas, qu'il y avait exprimé dans le groupe à Lorient une certaine frustration au départ de ne pas être trop dans du concret. Je crois avoir lu ça. Et moi, ça m'interroge sur cette mise en relation en gros, du concret et du blabla, quoi. C'est-à-dire, on met la parole d'un côté, et ça, c'est souvent revenu aussi de notre côté, le fait de vraiment mettre ça en avant. Alors que, bon, moi, je fais partie des gens qui considèrent que parler, c'est déjà concret, c'est déjà quelque chose de se mettre autour d'une table et de discuter. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui avait été perçu dans le concret. Et le dernier élément, c'était le constat qu'on a fait aussi, nous, sur nos parcours d'engagement, c'est que concrètement, malgré les ambitions d'inclusion, d'ouverture, etc., ça reste des parcours euh, exigeants avec un coût d'entrée assez important. C'est-à-dire, concrètement, maîtriser la langue, mais pas maîtriser la langue individuellement, maîtriser la langue en collectif. C'est-à-dire être capable, dans un groupe, d'entendre des conversations où ça part un peu dans tous les sens, où ça vit, quoi. Et ça, c'est des coûts d'entrée qui sont importants pour une partie de la population. Et aussi le fait de maîtriser les savoirs pour pouvoir lire en arpentage, etc. Et donc, on se posait la question, est-ce qu'il n'y a pas besoin pour ça d'un d'un premier sas d'entrée
qui permettrait de rabaisser un peu la marche d'entrée, le coût d'entrée pour ce parcours-là, qui sont des parcours exigeants pour pouvoir être efficace, quoi. Et donc, voilà, ces pré-parcours-là, en fait, est-ce que c'est des choses qu'il faut aussi penser dans le même temps? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette question. Pierre, Guilhem, vous voulez réagir? Ouais. Euh, sur, sur l'importance du groupe, juste sur ton témoignage, David, l'importance du groupe de base et de ce temps, moi je rajouterais aussi que euh, nous, dans tous les projets qu'on porte, on fait un peu cette montée en compétence des groupes de citoyens qu'on peut accompagner parce qu'en fait, au-delà de ce qu'ils vont pouvoir porter après, c'est aussi de les faire monter en compétence pour qu'ils puissent faire face à la figure de l'expert quand ils viennent proposer des actions sur le territoire. Et quand je parle de figure de l'expert, là, je parle plutôt des élus ou des techniciens, parce qu'en fait, souvent, enfin, si on leur posait la question en début de parcours, je pense qu'ils diraient non, je ne suis pas légitime à, etc. Qu'il y a une construction de la légitimité de ces citoyens. Et du coup, ça, c'est hyper important, en plus de tout ce que tu as pu amener sur ce qui se fait en Gironde. Sur le concret et la frustration du concret, c'est sûr, on les a vachement frustrés. Non, mais c'est quelque chose qui est revenu hyper régulièrement, qu'on a essayé de déconstruire avec eux aussi, parce que je suis d'accord avec toi, David, échanger, c'est déjà du concret, construire de la connaissance de cause, c'est déjà du concret. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement. Je ramène aussi à ce que disait Guilhem tout à l'heure de l'importance de se projeter de pourquoi on fait ça. Et c'est pour ça à mi-parcours, on a fait le choix de faire un pré-bilan, notamment parce que il y avait ce besoin de se projeter dans ce qu'on allait faire après. Et c'est vrai qu'à la base, nous, on s'était dit, bah, on fait le bilan, on fait le parcours d'apprentissage et après, ils choisissent. Et donc, on a vu en cours que c'était ça. Il y en a encore en fin de parcours qui nous disent qu'ils sont frustrés parce que c'est pas assez concret. Et que... Après, il y a plein de choses qui pourraient être repensées différemment, d'aller faire plus de visites des fois. Mais bon, c'est aussi des questions de temps disponible. On avait des réunions de 2 heures le soir, donc c'est sûr que faire des visites de 18 à 20 heures, c'est pas évident. Bref, euh, je, je rejoins cette frustration. Nous aussi, des fois, on aurait bien aimé faire plus de concret, mais là, et pour le coup, ils mettent les mains dedans, là, ils sont en plein dans le concret, et ils sont toujours là, ils sont restés là. Donc c'est ça les a tenus quand même, et puis et nous, dans notre idéal, c'était vraiment quand même de mener à bout à bien ce parcours d'apprentissage en commun. Ça nous paraissait ultra important qu'ils puissent maîtriser ça justement pour aller mettre les mains dedans après et dans le concret d'un projet qu'ils avaient envie de porter, quoi. Et So- du coup, et pour là- compléter sur ça, sur le concret, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est une question, enfin, qui est revenue à peu près tout le temps dans toutes les initiatives. Et que je trouve aussi hyper importante du coup sur l'articulation entre la formation théorique et la pratique, et que bien souvent dans les initiatives, les deux sont aussi cumulés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des événements, enfin, des actions pratiques. Par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure de faire un petit atelier potager. Et ben ça, il y a un intérêt pratique aussi, en fait, une montée en compétences qui est derrière et, euh, et que bah, les gens voient aussi un peu plus directement en fait la finalité aussi. Et que dans cette articulation et même dans les projets de constitution de caisse, après, quand on commence à parler des conventionnements, tout de suite les gens ont l'impression oui, faire quelque chose, d'arriver à se projeter.
Et ensuite aussi sur ce côté pratique, et pour moi, je pense que c'est important aussi dans les collectifs citoyens de passer à la pratique, parce que ça permet aussi de baisser les coûts d'entrée dont vous parliez tout à l'heure. Euh, Parce que justement, en fait, plutôt que de réfléchir des fois à des choses aussi des fois, en fait, sont compliquées ou pas tout le monde, en fait, arrive à rentrer dans des fois des sujets théoriques, comme par exemple les arpentages sur les documents un peu académiques. Ou cette fois-là, j'étais là au parcours d'engagement et c'est vrai que pour certaines personnes, ça a été difficile. Euh, et qu'en fait, allier les deux, je pense que c'est aussi une manière de baisser ses coûts d'entrée, que c'est plus facile aux gens de s'intégrer en étant dans la pratique. Je confirme ce que vient de dire Guilhem. Et juste pour répondre à un commentaire qui s'est mis dans le chat en même temps sur la cuisine, ça fonctionne hyper bien. 100% d'accord, ça a été une demande, nous, du groupe, avec la difficulté en fait de faire un atelier de cuisine pour 30 personnes. Il faut trouver un lieu qui s'adapte et tout. Enfin, nous, on a choisi de ne pas le faire par rapport à la taille du groupe. Et sur les coûts d'entrée, pour compléter et finaliser, bah, il y a les méthodes d'EducPop en fait, hein, qui sont là justement pour gommer un peu ces coûts d'entrée au maximum. Et même si pendant ce temps d'arpentage, il y en a qui sont retrouvés en difficulté, en fait, le fait d'être en petit groupe, d'avoir une méthodologie d'échange, etc., un accompagnement, en fait, ils se sont rendus compte que, enfin, nous, c'est ce qu'on a sorti de cette séance, on est hyper impressionné de ce qu'ils ont réussi à sortir des documents. Enfin, on pensait vraiment pas qu'ils allaient réussir à en ressortir autant, quoi. On les mettait presque volontairement en situation complexe et compliquée et ils s'en sont sortis très bien. Beaucoup. Alors, il y a encore deux mains levées, peut-être de réaction d'ailleurs aux échanges en cours sur le prix d'entrée, vous nous direz. Il y a Violette et puis Élie. Peut-être, comme il nous reste plus beaucoup de temps, je vous laisse enchaîner vos réactions, vos questions et on reviendra après sur un temps de réponse aux intervenants. Ok. Bonjour, Violette. Nouvellement, je travaille à la communauté de communes du Val-de-Drôme. On a un projet de caisse alimentaire sur le territoire et on en est au début. Et du coup, ma question, elle rejoint un peu celle qui a été posée précédemment. C'était comment vous aviez construit un groupe représentatif. Je ne sais pas si ça a été dit ou pas, en fait. Euh, et que nous, on l'imagine pouvoir accéder à des personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire ou des personnes plus éloignées des consommations de qualité via des actions concrètes, justement, parce que les attirer par des réunions montées en compétences sur le système alimentaire, ça nous semble compliqué. Voilà, je voulais savoir, du coup, vous, du coup, c'était plutôt pour Pierre, comment vous aviez fait pour mobiliser des gens plus éloignés et moins habitués à ce type de format voilà, d'apprentissage. Et aussi, peut-être ça aussi j'ai raté, c'était est-ce que vous avez affiché dès le début, comment s'intitulait ce programme? Est-ce que vous avez affiché dès le début l'objectif de création d'une caisse? Comment c'était communiqué? Merci. Merci pour ces deux questions. Du coup, je propose d'enchaîner Élie avant, avant les réponses. Ah, alors, on ne vous entend pas. Ah, moi, je n'entends pas. Ouais, C'est mieux là comme ça. ouais, c'est beaucoup mieux. Merci. J'étais en mode je ne prends pas la parole. C'est pas vraiment en lien en fait, c'était plus un retour d'expérience. Alors je me demande si c'est peut-être mieux que Pierre et Guilhem répondent à la question de la mobilisation des habitants et de savoir si on affiche directement que c'est pour la création d'une caisse. Eh ben, très bien. Dans ce cas-là, si c'est un retour d'expérience sur un autre sujet, je laisse Pierre et Guilhem réagir. Euh, sur le recrutement à Lorient, alors déjà, on s'est pas mal posé la question, comme je disais tout à l'heure, de la question de la représentativité et on s'est donné vraiment plutôt des objectifs de moyens plus que des objectifs de représentativité. Et ça, c'est aussi notamment suite à des échanges qu'on avait pu avoir avec Omaki à Cadenay. Euh, on s'est beaucoup appuyé sur
les associations qui ont participé au diagnostic partagé de la précarité qui avait été animé par Optimisme. Et là-dedans, il y avait pas mal d'associations qui travaillaient autour de la précarité alimentaire, des centres sociaux, associations d'aide alimentaire, des CCAS, etc. Et donc, on leur a demandé de partager l'info qu'il y avait la construction d'un groupe qui allait travailler autour de l'alimentation choisie. C'était comme ça qu'on avait euh, nommé la chose au départ. Et on avait travaillé quand même autour des éléments de SSA. Alors, on avait imprimé cette petite carte là, comme un cadenas, pour interpeller les gens dans ces lieux-là et aussi dans la rue pour essayer. On a fait trois actions dans la rue, trois, quatre actions dans la rue pour essayer d'interpeller les gens autour de la SSA pour le coup, la carte d'assurance de l'alimentation, on l'avait mis. Euh, Et sur le recrutement, du coup, voilà, on s'est appuyé là-dessus. On a fait de la communication dans la presse, etc. Et ça nous a permis d'avoir un public un peu plus large que notre public directement, nous, habituels à Cohérence, qui sont plutôt des militants, ou en tout cas des gens engagés sur l'alimentation durable. Euh, après, c'était Guilhem qui nous avait fait la réflexion en sortie de séance. Je me souviens que, en fait, les gens, ils étaient tous là quand même. Ils avaient tous un rapport particulier à l'alimentation. Parce que pour venir s'engager sur ce genre de parcours, il faut avoir un rapport particulier au sujet. Et par contre, c'était pas le même pour tous. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient euh, plutôt axé nutrition santé. Il y en a qui sont venus parce qu'ils étaient plutôt axés précarité alimentaire, donc qui sont issus de groupes qui ont travaillé sur l'alimentation dans les centres sociaux. Euh, il y a des gens qui sont à l'aide alimentaire, hein, pour le coup. Il y a des gens qui sont plutôt militants, comme je disais tout à l'heure, de l'alimentation durable, militants véganes. Voilà. Et enfin, juste pour la question de la représentativité, on avait eu lors de la première réunion des gens qui étaient en grande précarité alimentaire, notamment des gens qui étaient à la rue, qui sont venus parce que ils nous ont vus quand on était dans la rue en train de démarcher et qu'on leur en avait parlé. Euh, Hyper intéressant de les avoir, d'avoir leur premier échange lors de cette réunion d'information. Pour autant, on n'a pas du tout réussi à les accrocher. Et en fait, un des bilans, c'est que ils vivent déjà au jour le jour pour savoir comment survivre et que leur demander de s'engager sur le temps long, c'est juste une impossibilité en fait. Enfin, ça nous paraît, avec un peu de recul, ça nous paraît complètement infaisable ou très difficilement faisable en tout cas. Et que faut pas les oublier pour autant et que peut-être qu'il faut réussir à trouver des moyens pour ce qu'on n'a pas réussi à faire nous mais les accrocher sur quelques sujets de temps en temps, d'avoir des retours d'expérience. Voilà. Voilà. Sur l'objectif de création de la caisse, on l'avait pas affiché comme ça, mais on s'est quand même appuyé là-dessus comme exemple inspirant. C'est-à-dire que dans ce qu'on a amené au groupe au départ, c'est de dire, on fait ce parcours d'apprentissage en commun. L'objectif, c'est de vous faire monter en compétences pour que vous puissiez être force de proposition d'action sur le territoire. Ça peut être ça. Et là, on a montré l'exemple de la caisse de Montpellier. Mais ça peut être complètement des choses complètement différentes. Je me rappelle, on avait montré l'exemple d'un magasin coopératif à Rennes, là. Voilà, ça peut être. Donc c'est quand même quelque chose qu'ils avaient en tête pour une partie au début du parcours. Et pour compléter, du coup, de manière un peu plus globale sur ce que dit Pierre, il y a une récurrence un peu, c'est que d'une manière générale, toutes les personnes qui sont présentes dans les groupes et collectifs citoyens, en fait, elles sont d'origines sociaux différentes, mais elles sont toutes et tous engagées quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent vivre des situations de précarité. Et en fait, ce qui les fait tenir, c'est qu'elles sont engagées.
sont engagées souvent dans des associations d'aide alimentaire dans leur vie, ou par exemple, la personne qui avait plutôt son côté nutrition santé, c'était aussi pour elle un engagement de devoir changer toute son alimentation. Et du coup, c'est aussi par ça qu'elle elle accroche au parcours d'engagement et au collectif citoyen. Et c'est une régularité. Après, dans justement les objectifs de mixité sociale, les collectifs, elles en ont tous. Et il y en a aussi, en fait, qui font le choix de ne pas aller vers une mixité. Je prends le cas, par exemple, à Saint-Étienne, où Thomas de la Fabrique de la Transition m'avait dit que justement, lui, il cherchait pas à élargir et à faire, par exemple, aller dans l'espace public pour dire on fait une caisse de solidarité alimentaire, parce qu'il voulait en fait garder leur public qu'ils avaient dans leurs associations, qui étaient déjà des personnes en fait qui vivaient des situations de précarité. Et que c'est du coup aussi un choix en fait des fois de ne pas ouvrir. Je pense à Lyon aussi ou à Tours, où eux, c'est des critères géographiques. Pour participer à la caisse, il faut être habitant dans certains quartiers. Parce que, par exemple, à Lyon, Léa m'avait dit que justement le quartier du 8e est déjà assez mixte socialement. Donc en fait, avoir un échantillon du 8e arrondissement, c'était déjà aussi, entre guillemets, avoir un échantillon représentatif. Donc ça dépend. Mais c'est en tout cas vraiment difficile de mobiliser des personnes qui ne sont pas déjà mobilisées ailleurs. Et aussi, ce qui est important, c'est de pas. Enfin, je me rappelle d'un échange avec Marie Felser, dont je parlais tout à l'heure, là, qui disait qu'il fallait faire attention dans les objectifs qu'on se donnait de recrutement du groupe, de ne pas reproduire des dominations qui se retrouvent dans la société. C'est-à-dire que quand on parlait de 50-50 hommes-femmes, nous, on voulait bien faire à la base, représentativité de la société. Et en fait, ils disaient, bah, ce serait quand même fou que, à un moment où il y a une prise de pouvoir citoyenne, ou une volonté de prise de pouvoir citoyenne, d'augmentation du pouvoir citoyen, de priver de pouvoir ceux qui en sont privés autrement, c'est-à-dire là, elle parlait des femmes globalement, quoi. Et, et- et voilà, c'est plus faire attention à ça que avoir une volonté de représentativité qui est très difficile à avoir, en fait. Oui, je voudrais bien intervenir sur les personnes en situation de précarité, précarisées. Du coup, moi, je suis d'un collectif, d'abord d'une association de gens de la rue et ou en grande précarité qui a développé un réseau parce que, en fait, on s'est dit qu'on avait aussi une expertise de vécu, etc. Et du coup, plusieurs points. Le mouvement qui a fondé l'assaut, le mouvement de gens de la rue et ou en grande précarité à Grenoble s'appelle Parlons-en et a été lancé en 2008-2009. Et depuis 2016, on a créé l'association qui développe différentes thématiques, dont celle de l'alimentation. euh, Celle du travail non salarié, non rémunéré, enfin de la rémunération du travail non salarié, celle de l'habitat et celle de la décision, pouvoir prendre part aux décisions qui nous concernent. Et du coup, plusieurs points. En fait, le réseau s'appelle Unipopia, Université populaire des précurseurs ici, d'ailleurs, parce que justement, un peu marre d'être désigné précaire. Quand on parle de comité citoyen, bah, c'est pas évident de se reconnaître comme citoyen quand on est toujours invisibilisé d'assemblées citoyennes, etc. Et c'est pour ça aussi par contre, on est habitant de la rue, domicilié quelque part. Et pour nous, comme dans le collectif Forêt Nécessa d'ailleurs, on préférerait parler de comité habitant, enfin voilà. Euh, et du coup, c'est aussi donner les moyens concrètement parce que quand on est à la rue, qu'il faut trouver où manger, où se laver, où laver son linge, en fait c'est déjà beaucoup de travail et de temps. Et du coup, la question c'est de pouvoir aussi accéder à des lieux où on pourrait cuisiner, de prendre en compte des lieux collectifs de restauration dans le conventionnement, des cantines qui pourraient être conventionnées, euh, et voilà, d'organiser les choses de manière à ce que on puisse justement participer sans avoir le tracas. euh, sans devoir couper à certaines obligations du quotidien.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, on avait encore la question de Élie en attente. On aura une petite réponse express et on finira sur les prochaines dates pour vous libérer pas trop en retard et poursuivre dans d'autres lieux toutes ces discussions. Élie? Oui, bonjour, je vais faire très vite. Du coup, je suis chargée d'animer le volet justice sociale et alimentaire du PAT du Pays de Fougères. Et le PAT, il est porté par une association, c'est le pôle ESS du Pays de Fougères. Il y a 2 ans, en fait, j'ai commencé à créer un groupe aussi de citoyens sur le territoire. Et en fait, bien sûr, il y avait un peu en tête de mettre en place peut-être une expérimentation de caisse commune, de SSA. Mais en fait, la priorité a vraiment été mise sur impliquer les habitants du territoire dans les réflexions du PAT. Et donc leur apporter aussi un tas d'informations. On a fait une grosse année de visites inspirantes autour de Fougères. On est sorti du territoire pour voir ce qui se faisait ailleurs et après en débriefer ensemble. Et en fait, petit à petit, le groupe d'habitants a commencé à faire des propositions. Et c'est là que je voulais en venir parce qu'effectivement, le concret, parfois, ça manque. Et c'est exactement ce que m'ont dit les 2, 3 habitants qui ont fait des propositions de projets en lien avec l'alimentation sur le territoire. C'était, en fait, c'est chouette de partir en visite, c'est chouette de faire des ateliers de cuisine, c'est chouette de discuter, de participer à des webinaires, mais en fait, on a envie de faire. Et donc, là, je me suis dit, je vais pas forcément axer tout de suite les réflexions sur la mise en place d'une caisse ou d'une SSA, mais aussi les accompagner dans leur envie de projet. Et en fait, aujourd'hui, on a un projet qui a été initié par une habitante qui est soutenue par l'ARS de Bretagne et en lien avec le contrat local de santé qui fait du lien entre des jeunes et des personnes en situation de précarité sur 3 thématiques, à savoir l'alimentation, l'activité physique et l'engagement bénévole. Et maintenant, c'est ce projet, enfin, le projet est né là l'année dernière et on l'a mis en place dans un lycée à partir de septembre dernier et on espère pouvoir le remettre en place sur plusieurs sessions. On a aussi un autre habitant qui est porteur de projet d'un tiers-lieu sur la ville de Fougères avec un gros focus sur l'alimentation. Au centre du tiers-lieu. Donc voilà, c'était juste pour témoigner donc très très rapidement du fait que il n'y a pas que des groupes de citoyens à viser caisse commune ou sécurité sociale de l'alimentation, mais je pense que c'est aussi important d'accompagner les citoyens à mener des réflexions, à faire des propositions d'action et à les accompagner sur ces actions aussi de façon individuelle ou collective, quoi. Eh ben, un immense merci pour ce témoignage qui vient bien compléter tout ce qui a été présenté par Guilhem et Pierre de Cohérence et qui vient rajouter des éléments à la discussion aussi sur l'articulation entre théorique et pratique qu'on va pas clore aujourd'hui. Mais du coup, je vais passer la parole, pour finir à peu près dans les temps, je vais passer la parole à Alexia pour justement vous présenter quelles pourraient être les prochaines arènes de discussion autour de ces questions. Alors là, orienté SSA, et on entend bien qu'autour de cette question de la démocratie alimentaire, il n'y a pas que ça, et on va continuer à bosser, à prendre en compte toutes les initiatives que vous nous avez partagées. Je te passe la parole, Alexia, et merci encore. Bonjour à tous, du coup. Dans la suite un peu de ce qui a été dit aujourd'hui, on voulait vous parler de nouveaux formats de webinaires, justement de présentation des différentes initiatives de caisse de l'alimentation qui existent déjà. En fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi répondre à certaines de vos questions qui sont arrivées là sur quelle taille de groupe, est-ce qu'on choisit un groupe représentatif, comment, et aller un peu plus loin sur les questions de caisse, justement, comment on met en place une cotisation. Et l'idée, c'est de pouvoir, là, on a centralisé ce webinaire sur la restitution du travail de Guilhem sur la question des parcours d'apprentissage, mais c'est de pouvoir approfondir avec les différents animateurs et animatrices des caisses existantes ces sujets-là et d'avoir une présentation de chacune des initiatives. Il y aura un temps de rencontre par mois. Le prochain et le premier, ça sera avec la Caisse alimentaire commune de Montpellier ce jeudi. Je vous remettrai le lien d'inscription dans le chat et l'idée, c'est d'avoir une session de 2 heures en fait où l'initiative est présentée un peu dans le détail opérationnel, tout ce que vous disiez, enfin, justement pour que
les porteurs de projets de caisse, les collectifs qui s'interrogent sur la mise en place d'une caisse puissent poser des questions un peu techniques justement sur cette mise en place-là. Et l'idée, c'est d'avoir un rendez-vous mensuel avec une caisse présentée par mois. La prochaine, ce sera Montpellier, ensuite à Lyon, ensuite de Dieu le fit, et ensuite ça va continuer comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer ces échanges aussi avec d'autres initiatives par la suite. Voilà. Je vous remets le lien de le chat. Eh ben, merci à tous. Merci d'avoir accepté de déborder de 5 petites minutes. On se tient disponible pour continuer les échanges en dehors de ce webinaire avec Guilhem, avec Pierre, le réseau Sivam, Nicolas, moi, Alexia. N'hésitez pas à nous recontacter et n'hésitez pas à nous faire des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, sur ce guide, sur les éléments échangés, sur ce qu'on peut écrire, sur ce qu'on peut dire, parce qu'on est très preneur, voilà, de continuer ces réflexions. D'affiner ces réflexions et d'avoir vos retours à tous. Donc voilà, merci. Et si Nicolas ou Guilhem, vous voulez avoir un petit mot de la fin, je vous repasse volontiers la parole. Bah, écoutez, moi, je vous remercie d'avoir été là et pour ces échanges. Je me tiens aussi à disposition pour discuter et aussi, en fait, aussi une fois que vous aurez consulté un peu plus le travail et le guide. Vraiment, si vous avez toute question, n'hésitez pas. Voilà. Merci à vous. Eh bien, merci encore une fois, Guilhem. Merci Mélanie et Alexia pour l'organisation du webinaire et tout ça. Et encore une fois, nos échanges y témoignent de l'importance de nos organismes de développement pour accompagner toutes ces initiatives-là, et notamment autour de l'accès à l'alimentation et de la démocratie alimentaire. Merci et à bientôt.